Bonjour à toutes et à tous. Je m'appelle Alexandre Webb, je suis doctorant à l'Institut P' et je vais vous présenter une analyse des transferts thermiques au sein d'un écoulement de convection naturelle dans un espace confiné comportant un obstacle partiellement chauffé. Ma thèse en cours, encadrée par messieurs Moreau et Sori, s'inscrit dans un programme de recherche plus large financé par l'Agence nationale de recherche et s'intitulant Monaco 2025. Le projet regroupe l'Institut P', l'ISAE ANSMA, l'Université de Poitiers et l'Université de Pau, ainsi que deux groupes industriels, PSA et EDF. En effet, les écoulements turbulents à effet de flottabilité dominant se rencontrent dans de nombreuses applications industrielles et notamment dans les secteurs du nucléaire et de l'automobile. On peut par exemple citer la problématique du refroidissement d'un compartiment moteur. Celui-ci est composé de différentes parties, certaines fonctionnant à température élevée comme le catalyseur ou le turbocompresseur et nécessitent d'être refroidies. Ces parties sont refroidies par d'autres composants comme le groupe motoventilateur GMV. Lors d'un arrêt brutal du moteur suite à une sollicitation trop importante, l'intégrité de celui-ci doit être préservée alors même qu'il n'y a plus d'écoulement externe forcé. C'est ici qu'entre en jeu la convection naturelle pour assurer le refroidissement. C'est la différence de température entre les composants chauds et froids du compartiment moteur qui va mettre en mouvement l'air à l'intérieur. Le sens supposé de l'écoulement est représenté sur le schéma. Un des objectifs du projet ANR Monaco 2025 est la compréhension des phénomènes physiques sur une configuration de référence expérimentale se rapprochant des régimes rencontrés sous capot de voiture. Les données acquises au cours du projet permettront également la mise en place d'une base de données expérimentale. Cette dernière servira pour la validation de modèles RANS, donc ce sont des modèles adaptés à des coûts de calcul industriels et qui sont en cours de développement. Enfin, à terme, on cherchera à optimiser les transferts de chaleur sous capot. Notre travail au sein du laboratoire se concentre sur la partie expérimentale du projet. Quelques études présentent des points de similarité avec ce que l'on recherche. House, Beckerman et Smith ont par exemple étudié l'impact de la taille et de la conductivité d'un obstacle cubique non chauffé dans une cavité différentiellement chauffée. La taille de l'obstacle varie ici de 0 à L. Le nombre adimensionnel qui caractérise les écoulements de convection naturelle est le nombre de Rayleigh. Il représente le ratio des forces de flottabilité qui mettent en mouvement le fluide sur les forces de viscosité qui le ralentissent. Ici, le nombre de Rayleigh, basé sur la longueur de la cavité, est compris entre 0, donc un cas purement conductif, et 10 puissance 6. Cette gamme de Rayleigh est caractéristique d'écoulements dits laminaires. A et Young ont par la suite étudié le cas où l'obstacle et la cavité différentiellement chauffée sont modélisés en 3D et où l'obstacle est désormais une source de chaleur. Le rapport des surfaces d'une face du bloc sur une face de la cavité est de 1/4 et le nombre de Rayleigh, toujours basé sur la longueur de la cavité, est compris cette fois-ci entre 10 puissance 3 et 10 puissance 4. Nous sommes donc toujours dans une gamme de Rayleigh représentative d'écoulements laminaires. Expérimentalement, Sori, Rouget, Jana et Penaud se sont intéressés à des écoulements de cavités différentiellement chauffées ne comportant pas d'obstacle intérieur, mais présentant un nombre de Rayleigh basé sur la hauteur de la cavité, compris entre 4 fois 10 puissance 10 et 1,2 fois 10 puissance 11. Ici, nous sommes dans une gamme de Rayleigh où l'écoulement est considéré turbulent.
Notre problématique est différente. En effet, ces études montrent soit un écoulement laminaire dans une cavité comprenant un obstacle, soit un écoulement turbulent dans une cavité ne comprenant pas d'obstacle. Notre étude expérimentale devra donc être capable de représenter des régimes à haut nombre de relais, et ce, dans une cavité non différentiellement chauffée, comportant un obstacle cubique chauffant. Notre configuration, ici en 2D, consiste en une cavité cubique de côté L égale 1 mètre, avec des parois latérales ATF proches de la température ambiante, afin de limiter les échanges avec l'extérieur. Les parois supérieures et inférieures sont quant à elles adiabatiques. On dispose un bloc au centre de la cavité, de côté H bloc égale 80 cm, qui est partiellement chauffé à une température TC. C'est la différence de température entre TC et TF qui va mettre en mouvement notre air à l'intérieur de la cavité. On propose un schéma 3D de la configuration. En jaune sont représentés les plans verticaux à mi-profondeur de la cavité. Dans le cadre de cette étude, on s'intéressera uniquement au plan vertical dans le canal de gauche, qui est donc le canal chauffé, et de largeur 10 cm. La photo du dispositif nous montre notre paroi chauffée via un fil résistif ATC, ainsi que nos deux échangeurs à eau imposant une température TF. Les parois adiabatiques et les faces avant, arrière, haute et basse de l'obstacle sont recouvertes de feuilles de mylar permettant de limiter les effets radiatifs. On place aussi près de 70 thermocouples en surface et dans notre bloc afin d'avoir un retour précis sur nos conditions limites. Par exemple, notre plaque chauffée ATC est instrumentée avec 14 thermocouples permettant de vérifier son homogénéité. Afin de caractériser notre écoulement, on effectue des mesures de vitesse par PIV ainsi que des mesures de température par microthermocouple. Pour effectuer nos mesures de vitesse, on ensemence notre cavité avec des particules fines à l'aide d'un générateur de fumée. On dispose d'un laser YAG nitron émettant à 532 nanomètres et posé sur le plafond de la cavité. Celui-ci va tirer au travers de la fente de passage située dans le plan médian de la cavité. On peut d'ailleurs voir la nappe laser dans le canal chauffé lors d'un tir. La réflexion des particules traçant l'écoulement d'air est capturée par une caméra 2560 par 2160 pixels de fréquence 25 Hz en double trame et posée sur un déplacement double axe qui permettra la translation selon Y ou Z. Chaque acquisition comprend 5000 doublés d'images à 25 Hz, ce qui représente environ 3 minutes 30 d'acquisition, nous permettant de nous assurer de la convergence sur les moyennes et les fluctuations de vitesse. La durée entre deux images d'un même doublet varie entre 1,5 millisecondes et 3 millisecondes selon la zone de notre canal à laquelle on s'intéresse. Enfin, les images sont traitées avec des fenêtres d'interrogation de taille finale 32 par 32 avec 50% d'overlapping afin d'augmenter le nombre de vecteurs de déplacement. Pour les mesures de température, on dispose d'un microthermocouple de type K et de taille 12,7 microns. Sa très petite taille nous permet de mesurer précisément les fluctuations car l'inertie thermique est très faible. Lorsqu'on effectue un zoom, on peut trouver la soudure chaude à la jonction d'un fil de chromelle et d'un autre fil d'allumel, eux-mêmes posés sur des céramiques creuses. Le thermocouple est relié à une canne qui sort par le plafond de la cavité et est elle-même fixée à un système de déplacement
permettant la translation selon Y et selon Z. En plus de profils de température moyenne, nous quantifions, et comme nous le verrons dans la suite de la présentation, les transferts de chaleur avec le nombre de Nusselt qui correspond au gradient de température adimensionné à la paroi. Les acquisitions sont effectuées à une fréquence de 40 Hz sur un temps d'acquisition de 10 minutes. On va déplacer le microthermocouple de 100 microns depuis la paroi jusqu'à 800 microns au maximum. Cette distance maximale permettant de rester dans la zone de variation linéaire de la température. Le nombre de Nusselt est de fait déterminé grâce à la pente des profils sur au moins 5 points, au maximum 8. Enfin, le nombre de Nusselt est validé avec le critère de corrélation R carré, qui doit être au minimum supérieur à 0,995 pour bien traduire notre linéarité ici. Les mesures de vitesse par PIV sont obtenues pour un écoulement à nombre de relais basé sur la hauteur du bloc égal à 1,4 × 10 puissance 9. On trace alors le champ moyen de la norme de vitesse à l'intérieur du canal chauffé. On remarque la présence d'écoulement de couches limites, donc une couche limite ascendante le long de la paroi chaude et une couche limite descendante le long de la paroi froide. Ces couches limites sont séparées par une zone centrale où la vitesse est proche de 0. On note également la présence d'une cellule de recirculation en haut du canal chauffé. On montre une vidéo du bas de la cavité construite avec des champs instantanés de la norme de vitesse. On confirme ainsi la trajectoire de l'écoulement le long de la paroi froide vers le canal inférieur. On trace les profils de vitesse verticale et horizontale à Z égale 0,1. Le profil vertical, donc représenté ici par W, nous indique que la quantité de mouvement est concentrée en proche paroi, avec notamment la naissance de la couche limite ascendante. Le profil de vitesse horizontale nous montre des vitesses proches de 0 tout le long de Y et des vitesses négatives vers Y égale 0,1, ce qui traduit un écoulement provenant du canal inférieur. Lorsqu'on s'élève dans le canal à Z égale 0,4, on remarque que la couche limite ascendante s'est développée et que le maximum de vitesse verticale dans la couche limite a triplé vis-à-vis de Z égale 0,1. La couche limite descendante présente une valeur absolue du maximum de vitesse dans la couche limite plus importante. La vitesse horizontale reste nulle. Si l'on s'élève encore dans le canal, à Z égale 0,6, la tendance se conserve. C'est-à-dire que les maxima de vitesse en valeur absolue sont supérieurs dans les deux couches limites vis-à-vis de Z égale 0,4. Enfin, à Z égale 0,9, où le champ moyen, comme la vidéo, nous montre une zone centrale déstabilisée, la forme du profil vertical de vitesse n'est plus aplatie au centre comme pour les autres côtes, et ce via une déstabilisation des couches limites et la présence d'une zone de recirculation. Enfin, la vitesse horizontale positive vers Y égale 0,1 nous montre que l'écoulement se dirige en partie vers le canal supérieur. La topologie globale de notre écoulement décrit ici va nous permettre de comprendre certains points de notre étude thermique. Des profils de température horizontaux sont tracés à différentes côtes Z. On remarque la présence de couches limites thermiques le long des parois chaudes et froides, ainsi qu'une augmentation globale de la température selon Z. De plus, on observe une stratification thermique dans la zone centrale du canal chauffé. Enfin, les fluctuations représentées par les barres verticales
augmente avec Z, et ce, à cause de la complexification de l'écoulement pour Z supérieur à 0,5. On s'est alors intéressé à préciser la variation de température au centre du canal selon Z en traçant un profil vertical de température à Y égale 0,05. On remarque une variation linéaire de la température pour Z inférieur à 0,6 avec un paramètre de stratification S qui représente le gradient vertical de température adimensionné égal à 0,29. La linéarité de la stratification est cassée au-delà de Z égale 0,6 et on observe une augmentation des fluctuations à l'instar des profils horizontaux. On en conclut une perturbation de la stratification sous l'effet de la recirculation pour Z supérieur à 0,6. On s'intéresse par la suite au transfert de chaleur avec le nombre de Nusselt qui correspond, pour rappel, au gradient de température adimensionné à la paroi. Si l'on s'intéresse au transfert avec la paroi chaude, on constate une diminution du nombre de Nusselt avec Z croissant. En effet, l'écoulement de couche limite ascendant s'épaissit et se réchauffe. L'écart de température entre la plaque chaude et l'écoulement se réduit alors et les transferts sont donc diminués. Les transferts de chaleur varient de manière importante près du bord d'attaque de l'obstacle à Z égale 0,1. L'écoulement froid qui provient du canal horizontal inférieur rencontre la paroi chaude. L'écart de température entre l'écoulement et la paroi est donc important et entraîne l'augmentation des transferts. Enfin, l'évolution non monotone des transferts pour Z supérieur à 0,7 indique leur perturbation par la cellule de recirculation. Pour les transferts avec la paroi froide, on remarque une diminution des transferts de chaleur avec Z décroissant. L'écoulement se refroidit avec Z décroissant, donc l'écart de température diminue dès lors entre la plaque et l'écoulement, entraînant une diminution des transferts. Pour Z inférieur à 0,6, on a une diminution du gradient vertical du nombre de Nusselt, et ce car l'écoulement n'est alors plus sous l'influence de la zone de recirculation. A contrario, pour Z supérieur à 0,7, l'évolution non monotone des transferts de chaleur indique une perturbation par la zone de recirculation. En conclusion, on aura montré au sein de notre canal chauffé la présence d'écoulements de couches limites séparées, ainsi qu'une stratification de la zone centrale du canal pour laquelle on observe une variation linéaire de température selon Z jusqu'à Z égale 0,6. Et enfin, on aura montré l'influence de la recirculation tant sur la stratification que sur les transferts de chaleur, et ce dès Z supérieur à 0,6. En perspective, je vous montre une vidéo de l'écoulement en sortie de l'obstacle. Donc, en effet, cette étude est limitée par ce que j'ai écrit dans le papier, mais j'ai pu avancer sur l'étude du canal supérieur et donc sur l'écoulement, qui, comme le montre la vidéo, prend la forme d'un jet avec une certaine fréquence de battement, certainement liée à des instabilités de couche limite. On observe en plus dans le canal deux zones de recirculation contrarotatives autour de ce jet. Je vous remercie pour votre attention.